Emmanuel Soyer, je suis le responsable de la cellule ACSS, donc accompagnement cybersécurité des structures de santé, qui vous apporte un appui dans la réponse aux incidents. Bonjour, donc je suis Lionel Pratt, je suis expert sécurité à la cellule Axe. Je fais partie de la cellule quand il y a des incidents. Alors, le webinaire, la présentation se déroule en 3 étapes. Une première étape, un peu d'introduction, où je vous présenterai quelques chiffres pour l'année 2020 en matière d'activité malveillante, de retour d'incidents d'origine malveillante. Un point aussi sur l'intégration de la cellule ACSS au sein de l'InterCert-FR. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, donc la plus grosse partie, Lionel interviendra pour vous présenter les actions d'appui que l'on mène lorsqu'on nous demande de vous accompagner dans le cadre d'un incident. Quelques chiffres. Donc, en 2020, il y a eu peu d'évolution sur le nombre d'incidents qui nous ont été signalés au cours de l'année. L'évolution notable, c'est le nombre de demandes d'accompagnement, principalement pour les incidents d'origine malveillante. Et par rapport à ce nombre d'accompagnements, donc pour un tiers, nous sommes intervenus avec un appui technique. C'est cet appui technique qui va faire l'objet d'un focus de précision, de détail et d'échange aussi, je le souhaite, par la suite. Donc sur l'investigation, les actions de recherche, de compromission, de remédiation. La menace, eh bien, elle évolue peu vis-à-vis de 2019. Donc, quand on a 42% de maliciels, c'est principalement des rançongiciels. Le vecteur principal, on a toujours 2 vecteurs principaux, sachant qu'il y a un vecteur qui a augmenté de façon significative en 2020, mais c'est certainement lié aux conditions de travail, donc de télétravail, qui est l'exploitation de vulnérabilités d'accès sur des accès à distance, bureau à distance, accès VPN, accès webmail. Et pour bon nombre de ces incidents qui nous ont été déclarés, beaucoup ont impacté le fonctionnement de la structure avec des impacts qui peuvent toujours aller jusqu'à plusieurs semaines de fonctionnement en mode dégradé lorsque tout ou partie, une grande partie du système d'information est impactée. Le deuxième impact, c'est bien sûr l'activité qui est impactée, qui est en baisse, qui impacte sur les soins, la gestion des rendez-vous, et puis un impact financier, puisqu'il faut souvent faire intervenir un prestataire externe spécialisé pour obtenir un appui dans la mise en œuvre des mesures de remédiation. L'intégration, donc la cellule ACSS a intégré début 2021 l'InterCert-FR. Alors c'est à la suite d'un processus qui a pris place, qui a commencé en mars 2020 avec l'ANSSI, avec lequel on a échangé tout au long de l'année, échangé sur les processus qu'on a mis en place pour la gestion des incidents et la gestion de la veille, échange sur un certain nombre d'incidents, en particulier ceux qui concernent les opérateurs de services essentiels, échange aussi sur l'état de la menace, sur les vulnérabilités et les indicateurs de compromission. Cette intégration à l'InterCert-FR, elle nous permet, nous, de bénéficier de retours d'expérience de l'ensemble des acteurs de cette communauté d'équipes de réponse à incidents. Elle nous permet donc d'améliorer nos services au profit des structures de santé. Elle a vocation aussi, cette intégration, à améliorer de façon continue tous nos processus, sachant que donc dans cette année d'intégration de cette première année d'intégration à l'InterCert-FR, eh bien, nous mettons tout en œuvre pour atteindre un niveau de maturité qui est fixé par l'ENISA pour mettre en place les services de réponse à incidents et de veille. Eh bien, nous permet aussi d'obtenir une reconnaissance des pairs de la part pour la cellule ACSS vis-à-vis des équipes de réponse à incidents de l'InterCert-FR. Alors, il y a un petit sifflement, je ne sais pas si ça vient de mon côté. Je couperai mon micro. Est-ce que tout le monde l'entend? Je couperai mon micro dès que j'ai bientôt terminé, si ça vient de mon côté. Le dernier point, donc quelques rappels pour la déclaration des incidents et les demandes d'appui. Avec notre intégration à l'InterCert-FR, eh bien, nous avons mis en place
un numéro de support téléphonique, alors qui est dédié spécifiquement aux incidents majeurs. Ah, j'ai l'impression que ça s'est arrêté. Super. Les points de contact, donc ça reste la déclaration, donc le portail des signalements des événements sanitaires indésirables, le point de contact mail cyberveille@isanté.gouv.fr et les contacts hors heure ouvrée et jour ouvré restent toujours l'astreinte du FSSI et puis bien sûr l'ANSSI qui, elle, intervient en H24, 7 jours sur 7. Voilà, donc j'en ai terminé sur les points d'actualité. Je vais donc passer maintenant la main à Lionel qui va vous présenter en détail les actions d'appui pour la réponse à incident. Du coup, l'objectif là, c'est de présenter un peu les étapes que l'on fait quand il y a une structure qui nous contacte pour un incident. Donc, dans un premier temps, du coup, on prend contact avec la structure en question pour lui poser de nombreuses questions qui vont nous permettre de prendre connaissance de son système d'information, des problématiques du problème qu'il a et du coup d'arriver du coup à mieux comprendre ça va être les questions qui vont nous permettre déjà de comprendre un peu ce qui se passe, éventuellement déjà d'identifier la famille de malware et éventuellement déjà d'identifier des éléments de l'attaquant, qu'est-ce qui a pu se passer. Donc ça c'est une première partie qui est assez importante. Alors, dans cette partie aussi, je me permets de compléter, il est important aussi de vérifier avec vous que vous avez bien analysé les impacts métiers et les impacts sur l'offre de soins, parce que dans ce cas-là, nous aussi, on a une vocation à escalader vers l'ARS ou vers différentes directions du ministère qui permettent aussi, ensuite d'apporter un appui sur la gestion de l'offre de soins au niveau local. C'est aussi toutes ces questions qui vont permettre d'adapter au mieux la réponse qu'on vous proposera sur la suite en fait. Donc après le deuxième point, c'est ce qui se passe, c'est qu'une fois après avoir posé toutes ces questions, en fait, on essaye du coup d'identifier comment. En fait, l'objectif là, c'est de couper complètement le contrôle qu'a l'attaquant sur votre récit en fait. Donc du coup là, ça va être d'identifier comment couper ces communications globalement et une fois ces communications coupées en fait, essayer de voir s'il n'y a pas d'autres éléments qui auraient été laissés pour être lancés pour essayer d'enlever toute action encore malicieuse qui pourrait y avoir. Donc, voilà. Après la troisième partie, donc qui est une des plus grosses, en fait c'est du coup là on vous envoie des outils donc en fait à passer sur vos différentes machines. L'objectif en gros c'est d'identifier exactement ce qui se passe et le scénario. Donc globalement on a des outils open source dont certains qui font partie de l'ANSSI qui permettent de récupérer des artefacts sur les différents systèmes. On peut vous demander aussi de nous transmettre des journaux. Donc ça peut être des pare-feux, enfin différents types de journaux. Donc on a une plateforme pour uploader ces fichiers. Et donc une fois ces éléments obtenus, en fait, on commence à essayer d'analyser la menace en fait. Et donc là après c'est plus ou moins long selon le type d'incident et le nombre de données à traiter. Et on essaye au fur et à mesure de l'incident du coup de déjà commencer à proposer certaines actions de remédiation à mettre en place en fait. Donc après on arrive du coup sur le point où du coup on propose le retour à la norme, enfin le plan de remédiation pour retourner à la normale. Donc là comme je le disais c'est un peu en lien avec le point 3, donc ça se fait un peu en parallèle. Au fur et à mesure qu'on investigue le problème, on détermine les différentes actions à mener. Donc globalement en gros là c'est l'objectif du coup c'est déjà dans un premier temps de fermer la porte d'entrée de l'attaquant en fait. Dans un deuxième temps, après, c'est d'identifier tous les postes, toutes les machines du réseau qui ont été compromises, les désinfecter ou les restaurer selon le type de compromission. Et après aussi, selon les capacités du malware, du coup, adapter la réponse. Donc, si par exemple, s'il y a eu du vol de mots de passe, ça va être changer les mots de passe. S'il y a eu des créations de comptes, ça sera supprimer les comptes qui ont été créés sur l'AD éventuellement. Enfin, ça dépendra du malware. Et une fois restauré finalement, une fois le système restauré, l'ensemble du système restauré, du coup là, vous rouvrirez progressivement en fait l'internet pour redonner accès à l'ensemble de votre système d'information, tout en le surveillant en fait.
pour être sûr qu'il n'y a pas encore des éléments compromis qu'on n'aurait pas identifiés. Et pour finir, en fait, à la fin, on propose des améliorations plus globales, on va dire, qui sont basées sur une fiche qu'on a créée récemment et qui s'appelle Se protéger contre un maliciel. Et du coup là, on va surtout pointer en fait dans cette fiche certains éléments qui nous paraissent importants par rapport à votre contexte à vous et qui nous semblent importants parce qu'on estime que ça pourrait être un futur problème pour une possibilité d'exploitation chez vous. Donc voilà. Donc la fiche est accessible. Ouais. Voilà, donc l'ensemble de ces étapes d'appui à la réponse à incident sont présentées dans une fiche qu'on a mis en ligne récemment. Donc je vous donne juste un aperçu et vous retrouverez des exemples, l'étape d'accompagnement, des exemples pour illustrer le type d'accompagnement qu'on peut apporter pour chacune des étapes. Voilà, je te redonne la main. C'est le talent de 3 coups. Ok. Donc là, en fait, l'objectif, là, c'est de vous présenter un peu un focus sur ce qu'on fait en étape 3, donc là où on va analyser, nous, les différents éléments que vous allez nous transmettre. Donc nous, on se base sur le MITRE ATT&CK pour structurer un peu notre analyse. Donc le MITRE ATT&CK, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de Wikipédia des techniques et des tactiques utilisées par les attaquants. Donc là, on peut voir que sur la ligne en haut, là, c'est toutes les tactiques et sur chaque colonne, en fait, c'est les techniques. Et l'intérêt du MITRE ATT&CK, c'est que sur chaque technique, en fait, le MITRE ATT&CK va expliquer ce que c'est, quel groupe ou quel outil utilise cette technique, le moyen de remédiation, un moyen de détection, et aussi les éléments qu'il faut pour identifier l'utilisation de cette technique, en fait. Je te laisse. Okay. Encore, vas-y, encore un coup. Vas-y, encore. Ok. Donc là, la première tactique, ça va être donc l'accès la porte d'entrée en gros pour rentrer sur votre système d'information. Donc là, l'objectif, c'est d'identifier. Pourquoi du coup, c'est pour fermer cette porte pour pas qu'une nouvelle attaque ait lieu. Et globalement, bon, c'est pour ça. Je te laisse, tu peux. Voilà. Donc d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur la MITRE ATT&CK, il y a les URL là, du coup, pour avoir vraiment plus de détails sur chaque technique. Donc l'objectif du coup, pour obtenir les informations sur l'accès initial, donc la porte d'entrée, en fait, ça demande d'avoir des logs et des éléments à analyser pour essayer d'identifier par quelle porte en fait il est rentré. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, dans la MITRE ATT&CK, en fait, il y a cette information qui indique en fait quel type d'information il faut obtenir pour chaque technique, en fait. Et du coup, là, c'est un condensé là qu'on peut voir sur les points là, des différents éléments qui sont nécessaires pour arriver à identifier à peu près l'ensemble des accès initiaux, en fait. Et du coup, ce qui est important, du coup, c'est de votre côté aussi, d'avoir ces éléments-là, parce que sans ces éléments-là, c'est assez compliqué d'arriver à identifier la porte d'entrée de l'attaquant, en fait. C'est important d'avoir ces informations-là. Voilà. Après, vas-y, je te laisse encore un coup. Donc après, du coup, là, on passe à l'analyse du malware en lui-même, en fait, le code qui va être présent sur les machines qui sont compromises. Donc là, globalement, il y a la partie exécution et persistance. Donc ça, c'est notre intérêt d'identifier ces éléments-là. C'est lors de la remédiation, pour savoir quel process il faut tuer, comment supprimer la persistance sur les machines compromises. Il y a aussi le fait de pouvoir après aller rechercher sur le parc entier ces éléments-là pour essayer d'identifier les autres machines qui auraient pu être compromises. Après, sur la partie privilège, élévation des privilèges et contournement des défenses, des protections, du coup, le fait de vouloir, l'intérêt d'obtenir ces informations-là, en fait, c'est simplement en fait de comprendre pourquoi c'était aussi facile pour l'attaquant d'arriver à contourner vos protections et à monter en privilège, et du coup pour trouver une solution pour améliorer ça, pour que s'il devait y avoir un incident, que ça puisse pas se reproduire de la même manière, en fait, que ça soit pas aussi simple. Donc ça sera aussi dans la partie remédiation. Donc tous ces éléments, en fait, pour arriver à les identifier, majoritairement il nous faut la partie il nous faut les éléments qu'on va collecter sur les machines compromises, en fait. Et donc c'est pour ça que c'est important, même par rapport à la mémoire, en fait, de rapidement faire des snapshots quand vous êtes compromis, en fait. On reverra plus tard ça. Et je te laisse continuer.
Du coup, après, il y a la partie les capacités du malware, en fait. Donc, savoir en fait qu'est-ce qu'il peut faire. Donc là, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il fait comme collection d'éléments et qu'est-ce qu'il peut voler comme mot de passe. Donc l'objectif est simple, hein, c'est quand on va faire la remédiation, c'est d'adapter la réponse par rapport à ce que peut faire le malware. Donc si par exemple il peut voler des mots de passe, on va changer les mots de passe qui ont pu être volés. Si il peut voler des données sur le partage et que potentiellement il y avait des informations importantes sur le partage, voir s'il faut faire une communication vers des partenaires pour dire qu'on a eu des vols de données. Enfin voilà. Le but c'est d'adapter la réponse selon les capacités qu'on connaît du malware. Je te laisse avancer de cran. Enfin d'un cran plutôt. Ah, donc là les éléments sont à peu près les mêmes que tout à l'heure pour arriver à savoir ce qu'il fait. En plus de ça, on peut arriver à le savoir par les différentes analyses en source ouverte qu'on peut obtenir sur Internet une fois qu'on a identifié la famille au point précédent. Et je te laisse avancer. Du coup, là, on veut connaître ses capacités de propagation dans le réseau. Donc, l'objectif, c'est de savoir comment... déjà, le premier objectif, c'est de bloquer les propagations dans votre réseau. Le deuxième, c'est de détecter éventuellement les postes qu'on n'aurait pas détectés autrement, qui sont encore compromis et qui continuent à essayer de se propager. Et pour finir, c'est dans la remédiation, c'est justement essayer d'éliminer ces vulnérabilités ces problèmes, de durcir, c'est pour éviter que le malware puisse se propager facilement. Ou qu'un futur malware puisse se propager facilement. Voilà, c'est à peu près la même chose au niveau du... Pour avoir cette information, pour avoir les techniques de propagation, c'est surtout une analyse du code du malware, donc qui a pu être récupéré sur les différentes machines. Et après, ce qui est intéressant d'avoir aussi, c'est toutes les logs périmétriques. Du coup, ça peut être de l'IDS, de données potes ou des ACL intersegments ou des interconnexions entre, par exemple, la DMZ et les postes de travail pour voir les connexions qu'il y a pu avoir et du coup arriver à identifier les postes qui sont compromis ou qui sont encore compromis. Pour finir, du coup, c'est toute la partie communication du malware. Donc, en fait, par là où il va recevoir ses ordres et par là où il va exfiltrer les données, en fait. Donc, l'objectif d'identifier ces éléments-là, c'est de bloquer que l'attaquant ait plus de contrôle sur votre système d'information et sur son malware, en fait. Donc, bloquer les ordres et bloquer le fait qu'il puisse exfiltrer de vos données. Le deuxième point, c'est aussi de pouvoir voir encore les postes qui essayent encore de récupérer leurs ordres ou qui essayent d'exfiltrer des données. Et pour finir, ça sera aussi pareil, c'est dans la remédiation, ça va être l'objectif de durcir vos différents proxys, différents serveurs mandataires qui pourraient essayer de limiter au maximum ce type de communication illégitime en fait. Donc voilà, c'est pareil pour récupérer ces informations-là, on passe par l'analyse du malware pour savoir les canaux utilisés, en fait, les canaux de communication. Et après, une fois qu'on a identifié les canaux de communication, il faut avoir les logs des différents canaux. Donc ça peut être les proxys web, ça peut être la partie VPN, ça peut être les mails, ça peut être différents types. Et du coup, après, on va aller chercher dedans pour identifier les communications qu'il y a eu, donc les machines. Et le point important que je n'ai pas dit aussi, ça permet aussi d'identifier la quantité de données qui a pu être exfiltrée, en fait, pour avoir une idée s'il n'y a pas eu d'exfiltration finalement, ou s'il y en a eu très peu, ou s'il y en a eu beaucoup. Donc globalement, les bons réflexes, là, on les rappelle. L'objectif, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est de couper le contrôle de l'attaquant sur votre système d'information et donc de le récupérer quelque part, le contrôle, en déconnectant et en supprimant les tâches éventuellement qu'il aurait pu laisser, des types de tâches en tâches planifiées ou des processus qui resteraient en mémoire. Isoler donc les services vitaux. Donc ça va être la sauvegarde, ça va être vos applications métiers qui sont nécessaires, et donc soit les isoler, soit les déconnecter, le temps au moins de contrôler la situation en fait. Voilà, globalement c'est ça. Donc tout ça on le répète en fait dans une fiche qui s'appelle Agir contre le malicieux, donc qui est téléchargeable. Donc ça c'est pareil, si vous voyez des choses qui manquent ou si vous avez des améliorations, si vous pensez qu'il y a des idées qui manquent, n'hésitez pas à nous transmettre. Donc on reprend dans cette fiche effectivement
les 4 étapes qu'on a présentées au début, enfin, plusieurs étapes qu'on a présentées au début, et y compris l'étape que tu viens de décrire en détail, l'investigation et la remédiation. Alors là, on passe à la prévention. Donc là, on a vu tout ce qui est mesures de réaction, enfin, les principales. Donc là, en fait, ce qu'on voulait aussi rappeler, c'est que quand on a une vulnérabilité de type CVE exposée sur Internet, que ce soit un portail web, un VPN ou peu importe, en fait, à partir du moment où c'est exposé sur Internet, en fait, le fait de patcher, il faut bien prendre en compte que ça empêche une personne d'exploiter la faille à partir du moment où vous avez patché, mais il y a eu tout un temps où en fait elle a pu être exploitée et donc l'attaquant a déjà pu créer un nouveau canal de contrôle qui passe plus forcément par cette faille là. Donc ce qui est important en fait c'est surtout de se dire que quand on patch, il faut vérifier que la faille n'a pas été exploitée avant. Et si on a un doute, faut pas hésiter à venir vers nous, puis on essaiera selon le contexte et selon le type de service de voir comment on peut voir si ou ce qu'il faut faire pour remédier au cas où que ça a été exploité en fait. Un autre point du coup c'est aussi surveiller son SI pour identifier les signaux faibles en fait. Parce qu'on se rend compte finalement que sur pas mal d'incidents, les attaquants étaient présents déjà depuis des fois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qu'il y avait déjà des signaux qui montraient qu'il y avait eu des attaques, mais qui ne sont pas forcément vus tout de suite. Et donc c'est vrai que plus vous les voyez tôt, et moins vous aurez d'impact sur votre système, parce que c'est quand même, pour un attaquant, ça prend quand même du temps entre le passage de rentrer dans votre système, puis après de monter en privilège pour obtenir un accès assez important pour pouvoir avoir un impact important, ça prend quand même un peu de temps. Et du coup, tout ce temps-là, c'est du gain pour vous si vous arrivez à voir rapidement que vous êtes impacté. Donc c'est important de bien surveiller. Par exemple, une simple alerte antivirus, en fait, faut pas juste la prendre à la légère. Si vous l'avez jamais vu, en fait, faut vraiment aller jusqu'au bout. Parce que si l'alerte antivirus elle sonne, c'est que déjà l'attaquant il a déjà passé la phase entrée accès initial, hein, si on reprend la grille Mitre-attaque. Donc ça veut dire qu'il a déjà trouvé une porte d'entrée, il a déjà fait de l'exécution de code, potentiellement il a mis une persistance. C'est juste qu'il s'est fait attraper sur la protection, mais le fait de s'être fait attraper sur la protection, ça ne veut pas dire que tout son code a été attrapé. Ça veut dire qu'il y a une partie de son code qui a été attrapée, mais il peut être encore présent. Et si vous faites rien, il va potentiellement pouvoir retrouver une autre méthode pour pas passer, du coup, pour pouvoir contourner ses protections et à terme impacter plus fortement votre système d'information. Donc du coup, c'est important de bien faire attention à tout ça. Du coup, ce qui est important, c'est de mener régulièrement du coup des actions pour essayer d'identifier ces signaux faibles si on ne les voit pas à travers les logs à travers les logs différents par les quarantaines, des choses comme ça. Donc on peut utiliser un outil qui s'appelle Spire, donc dont on a fait un package récemment. Donc cet outil, ça permet en fait de collecter des signaux faibles sur les systèmes d'information Windows, sur Linux aussi, mais aujourd'hui on n'utilise pas trop pour Linux. Ça fait aussi du Macintosh, mais du coup là aujourd'hui notre objectif c'est, nous ce qu'on propose c'est d'utiliser cet outil à travers une GPU pour l'exécuter sur l'ensemble du parc et pour ramener des signaux faibles. Donc ça peut être intéressant pour avoir déjà sur son parc si on a des trucs étranges et pour pouvoir investiguer un peu plus loin, on pourra approfondir si on voit des choses suspectes. Après la deuxième chose qui est importante, c'est aussi d'analyser ces logs péripénétriques. Donc tout ce qui est authentification, tout ce qui est portail d'authentification qui est accessible par internet, que ce soit VPN, webmail. Donc c'est intéressant de faire des recherches assez souvent pour vérifier qu'il n'y a pas eu de connexion suspecte d'IP qui viennent pas de France, d'IP en provenance de Tor ou des choses comme ça. Et pareil sur les proxys, pour le proxy web sortant, c'est toujours bien de vérifier qu'il n'y a pas eu de connexion vers des réseaux Tor ou avec des botnets ou des choses comme ça, ou des connexions sur des IP en direct, sans résolution de host. Donc ça peut être des éléments qui peuvent être troublants, et du coup quand il y a ça, c'est intéressant d'investiguer, d'aller un peu plus loin et de chercher d'où ça provient, quoi. Savoir si c'est légitime ou non en fait. Du coup, quand l'incident est réellement sur place et que tout votre système est compromis, c'est plus qu'important d'avoir des sauvegardes. Et donc pour la sauvegarde, c'est important d'être sûr qu'on peut la restaurer parce qu'elle est en bon état et qu'elle est intègre. Cette sauvegarde, c'est important qu'elle soit sur un serveur qui soit pas connecté sur l'AD, parce qu'aujourd'hui souvent c'est l'AD qui est compromis, et du coup si votre AD est compromis, votre sauvegarde, si elle est connectée dessus, forcément elle est compromise. Donc du coup c'est bien d'être sur un serveur qui est pas connecté à l'AD, avec un mot de passe unique,
qui est utilisé nulle part sur aucun autre compte. Et surtout aussi, l'important, c'est que l'agent de sauvegarde, en fait, son compte ne puisse pas supprimer vos sauvegardes, en fait, parce que si c'est le cas, l'attaquant ne se gênera pas de l'utiliser pour supprimer les sauvegardes. Pour la partie journaux d'événements, c'est le même principe. L'attaquant, s'il est sur la machine et qu'il peut supprimer les logs, il le fera. Donc si vous voulez centraliser, ça par contre, il pourra pas supprimer ce qui a été envoyé, du moins. Donc c'est important de les centraliser, pareil, sur un serveur qui n'est pas connecté à l'AD de préférence, avec un mot de passe unique. Et bien sûr, pour les deux serveurs, il ne faut pas qu'ils aient de faille de sécurité non plus. Mais voilà. Pour finir, pour nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt de faire un durcissement du système plutôt que en premier lieu d'aller sur des EDR ou sur du SOC. On sait qu'actuellement, il y a des commerciaux qui démarchent pas mal les structures de santé là sur de l'EDR. C'est notre position à nous, mais nous, par rapport à l'EDR, aujourd'hui, ce qu'on en pense, c'est que la plupart des antivirus sont à moitié aujourd'hui des EDR. Quand on regarde Windows Defender, qui a la partie ASR, qui est à moitié un EDR automatique. Si on regarde Kaspersky, qui a System Watch, c'est à peu près la même chose. Du coup, il faut bien prendre en compte qu'il n'y a pas de solution miracle, en fait, malgré ce que peuvent dire les commerciaux, que ce soit sur le SOC, sur le DR ou peu importe, en fait. C'est vraiment, il faut penser que c'est un ensemble de choses à faire. C'est un ensemble de durcissements qu'il faut faire, pas seulement que sur le système d'exploitation. Il faut que ce soit aussi sur les protections périmétriques. Et voilà, qui est de manière. Faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des malwares essayent d'utiliser la mémoire pour éviter de ne pas se faire capter par les antivirus, en fait. Et ça pose de gros problèmes aux antivirus, parce que quand le malware est en mémoire, il peut aller se mettre dans un processus légitime que l'antivirus pourra pas couper, en fait. Et donc vous aurez votre antivirus qui va sonner, mais en réalité, il n'y aura pas d'action qui pourra être faite par l'antivirus, en fait. Donc c'est important de ne pas tout miser sur une seule chose, en fait. Et du coup, si après vous êtes vraiment tenté d'aller vers le DR et le SOC, moi ce que je préconiserais, c'est plus déjà ce qui est très important, c'est d'avoir des logs qui sont de qualité, en fait. Pour ça, sur Windows et sur Linux, on peut se tourner vers Sysmon pour Windows et sur Linux sur AuditD. Après, l'important du coup, c'est de les centraliser. Et une fois centralisé, après, vous pouvez mettre un outil comme Wasu qui est open source aussi, et qui vous permet de vous remonter des alertes sur des éléments importants par mail, et ça c'est gratuit, et je pense que c'est presque équivalent des fois à des EDR ou des SOC de mauvaise qualité. Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des traces de qualité, en fait. Donc de toute façon, globalement, tous les éléments de durcissement, on les a indiqués dans la fiche, donc se protéger contre un maliciel. Donc pouvoir retrouver tous les points. Il en manque peut-être, si vous voyez qu'il en manque, vous pouvez nous les envoyer, on en rajoutera. Ou s'il y a des améliorations ou des incompréhensions, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis voilà, c'est globalement, je crois que... Alors attends, hop, et voilà. Et la deuxième partie, donc une partie spécifique à l'environnement Windows, et ensuite pour les différents composants critiques du système d'information. On passera, voilà, il y a quelques questions, donc on y viendra à la fin de l'intervention de Lionel sur cette deuxième partie du webinaire. Alors, dernière partie de ton intervention. L'amélioration, en fait, du coup, par rapport à tous nos retours d'expérience, on essaye d'être dans un mécanisme constant d'amélioration. Donc, ce qu'on a pu remarquer, c'est que nos rapports n'étaient pas toujours très bien structurés. Du coup, on est en train de voir pour améliorer cette partie-là et pour essayer d'aller plus vers les exigences du référentiel prise de l'ANSSI. Du coup, au niveau de nos outillages aussi, des fois, on se rend compte qu'il nous manque des choses. Donc, c'est pour ça qu'on a pris l'outil Spire, auquel on a ajouté on a fait des améliorations qu'on est en train de repousser sur le projet initial, qui est donc pour remettre sur le dépôt officiel, en fait. Donc ça, c'est en attente. Si vous voulez utiliser l'outil pour essayer de faire de la recherche juste comme ça de signaux faibles, le mieux c'est de nous envoyer un mail, puis on vous donnera un lien pour télécharger avec le set de signature qui va bien. Et la documentation aussi qui va avec pour le lancer. Pour la partie... Après, on a fait un autre outil, donc du coup, qui était sur notre GitHub, donc qui permet de faire de la recherche sur les logs, là.
Donc là, on est en train de le réécrire parce qu'on a vu avec le retour d'expérience sur certaines personnes qui l'ont testé qu'il y avait c'était pas assez clair au niveau des résultats et de comment envoyer les logs en fait. Donc on est en train de voir pour écrire cet outil pour qu'il soit plus facile d'utilisation. Du coup, après aussi, on a pu se rendre compte que pour certaines structures, quand vraiment tout le SI était compromis, en fait, c'était compliqué du coup de garder un espèce de minimum de services vitaux, on va dire, au niveau informatique. Du coup, on réfléchit à éventuellement proposer une distribution sous une forme de Docker ou de VM ou de Live CD en fait, qui comprendrait en gros un DHCP, un DNS, de quoi communiquer de manière temporaire avec son SI en interne, et un proxy web qui permettrait de garder un minimum d'internet tout en protégeant complètement d'un attaque, pour qu'un attaquant ne puisse pas utiliser en fait la partie proxy web en fait. Donc ça, on y réfléchit, et du coup, je pense qu'on vous enverra un sondage à l'ensemble là pour voir ce que vous en pensez, voir si on continue sur cette piste ou pas spécialement. Voilà. Peut-être aussi selon quelle modalité ça pourrait être mis en place. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Bien sûr, comme on le mettait dans les messages, la quasi-totalité voilà, de ce webinaire sera disponible au moins sur le portail Cyberveille, surtout sur l'accès privé, enfin l'accès aux membres. Bonne fin de journée à vous tous. Merci.